L'Aéropress Club aujourd'hui avec Laurent Magnien, président d'XL Airways, vice-président de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Bonjour Laurent Magnien. Bonjour, Frédéric Beniada. C'est quoi ce look? C'est le look d'un homme fier de porter sa marque, fier de porter le travail de ses salariés. On parle beaucoup de la relation aujourd'hui entre les patrons et les salariés. Moi, je suis fier de leur travail dans l'absolu. Et il faut être fier de ce pavillon français qui souffre énormément, mais je pense qu'on va en parler, bien sûr. Il faut être fier de sa marque, c'est important. Alors nous sommes aujourd'hui à bord du 747 du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Le Bourget sont d'énormes souvenirs de jeunesse. Pour vous, vos débuts dans l'aviation? Oui, parce que quelque part, j'ai pas eu de jeunesse au sens classique du terme. J'ai quitté l'école à 15 ans et je me suis retrouvé au bâtiment Paul Bert, donc, qui est le bâtiment qui est à côté de l'aérogare et qui donne aussi sur le parking et qui était les bureaux de mon père qui m'a embauché à l'âge de 15 ans. Votre père était dans l'aviation? Mon père était dans l'aérien, moi je suis né quasiment dans l'aérien et ça aussi, du reste, ça me permet aussi d'avoir une perspective un peu sur tout ce qui se passe, notre relation au pilote, à cette corporation, un peu le pourquoi du comment, et ça permet de dégager des lignes. Oui, j'ai passé toute ma jeunesse ici, j'habitais dans un petit studio en face de l'aéroport, là à Blanc-Ménil, donc c'est une vraie partie de ma vie. Oui, Donc vos débuts dans l'aérien avec votre père et ensuite? Ouais. Et ensuite Corsair, pendant 25 ans, l'autre très grande Fils histoire spirituel de Jacques Maillot, qui reste pour moi un père quasiment presque dans l'absolu. Je veux dire, c'est vraiment un homme qui a été là en toutes circonstances et c'est un homme qui m'a appris énormément de choses. Et il m'a appris surtout la notion du projet commun, de l'entreprise et des hommes et des femmes qui la composent. Je crois que c'est ça le plus important, oui, bien sûr. Donc les grandes années de Corsair, la démocratisation, on va le dire, une du vraie transport bataille. aérien, la vraie bataille, le charter. Ce chiffre quand même qui reste absolument faramineux de se dire que dans les années 50, toutes compagnies aériennes confondues ont transporté 25 millions de personnes et qu'on en transporte plus d'1 milliard. Donc on a changé de vie, on a changé de monde. Et je pense que les compagnies ont énormément contribué à pacifier une partie de la planète, hélas pas toute la planète. Mais je pense que l'échange entre les hommes est la clé, la base, la clé de voûte absolue de notre évolution, bien sûr. Et parallèlement, curieusement, vous êtes un passionné de train. Oui, mais ça va dans le concept du transport. Bon, je suis passionné de train parce que mes deux grands-mères étaient respectivement à 25 mètres d'une voie ferrée quand j'y passais mes vacances. L'une à Bonneval en Eure-et-Loire, au pied du pont qui traverse la ville, et l'autre en face d'un passage à niveau sur la ligne Tours-Vierzon où il y avait encore des machines à vapeur quand j'étais petit. Et je crois que j'ai jamais rien vu de plus beau dans ma vie en termes de machine qu'une machine à vapeur. C'est une vraie passion. Et je crois que je m'y connais plus encore en train qu'en avion. Ouais. C'est pas peu dire. Alors, on va parler de l'actualité. Ouais. On va commencer l'actualité chaude. Ouais, très chaude. Très chaude. Air France. Air France peut-elle disparaître aujourd'hui? Non, moi je pense qu'Air France ne peut pas disparaître. D'abord parce que fondamentalement, le pays a besoin d'une compagnie forte. Et pas que d'une compagnie forte, de plusieurs compagnies aériennes. C'est du reste un peu ce qu'on pourrait reprocher au système franco-français. On n'a pas véritablement vu ou laissé émerger d'autres compagnies aériennes. Je pense qu'on a même un peu fait l'effort de concentrer 3 compagnies à l'époque majeures, qui étaient Air France, UTA, Air Inter. Et objectivement, je ne pense pas que ça a été une grande réussite dans ce qu'était la force d'une forme de pluralité du transport aérien. Sauf qu'aujourd'hui, il faut faire avec, et que dans cette bataille absolument phénoménale, Air France doit impérativement dresser la tête. On a complètement... Vous savez, c'est même pas tellement le consommateur qui a besoin d'Air France, c'est peut-être ça le pire, et c'est peut-être aussi le choc pour les salariés de nos compagnies aériennes, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde ultra open, où il n'y a plus de notion de frontières, une compagnie qui tombe, je le rappelle, c'est remplacé en 10 jours. Même une très grande compagnie qui tombe peut être remplacée très vite. Vous vous rappelez tous du dossier Air Liberté. On oublie de dire que Air Liberté, des milliers de salariés, des dizaines d'avions, au moment de sa disparition, il a fallu 15 jours aux compagnies françaises, dont à l'époque Air France et Corsair, pour remplacer cette compagnie. Donc il faut être très vigilant là-dessus. On n'est pas indispensable. Je pense que Air France est plus indispensable aujourd'hui à ses propres salariés, au système macroéconomique français, et puis probablement à une vision, moi qui me tient énormément à cœur, d'une forme d'indépendance de sa relation transport au reste du monde. Moi, ça m'embêterait beaucoup que les décisions stratégiques des compagnies françaises soient totalement prises par des gens qui ne sont pas concernés dans l'absolu par ce qu'est la France. Oui, ça me poserait un vrai problème. Air France paye quoi aujourd'hui? 70 ans de gestion étatique, des décisions
non prise il y a une dizaine d'années? Qu'est-ce Oui, qui ne va pas chez Air une France? forme de... En fait, elle paye, tout le monde l'a payé, sauf qu'Air France n'a pas forcément fait ce qu'il fallait en temps et en heure. Tout le monde sait, c'est de notoriété publique en Europe, que British Airways, qui s'est quand même incroyablement redressé... British Airways a fait sa révolution il y a 10 ans Airways, déjà. on oublie de le dire, était juste une tombe il y a moins de 20 ans. Une tombe. Bon, Lufthansa était une compagnie catastrophique sur le plan économique. Et puis il faut rappeler quand même aussi un élément qui pèse énormément dans tout ça, d'où notre interpellation, je dirais au-delà du gouvernement, même des Européens. On critique aujourd'hui énormément les compagnies du Golfe. Moi je pense qu'on devrait faire un peu preuve d'humilité. Les grandes compagnies européennes dans les années 50, 60, 70, 80 ont été monstrueusement soutenues par les États. Monstrueusement. On oublie de le dire. En fait, c'est un décalage dans l'espace-temps. Ce que font aujourd'hui les compagnies du Golfe, c'est ce qu'on a fait il y a 30 ou 40 ans pour faire émerger nos compagnies aériennes. On va donner des leçons à ces gens-là? On n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. On a d'abord à se remettre en cause sur les évolutions qu'on veut donner à notre transport aérien. Et par contre, là où je pense que l'Europe est d'une naïveté absolument confondante, c'est qu'à mon point de vue, ce pas les compagnies du Golfe qui sont aidées. Je pense que 80% des compagnies aériennes à l'échelon mondial sont peu ou prou aidées par les politiques. Alors après, ce n'est pas des aides directes, ce n'est pas forcément des chèques en blanc sur un manque de compétitivité. C'est beaucoup plus fort que ça, c'est la notion de se battre au niveau des politiques à côté de leur outil aérien pour qu'il existe à l'échelon mondial. C'est éviter de taxer les compagnies aériennes comme des malades, hein. C'est la problématique de la France. On en reparlera, oui. On a un puits sans fond quand même, on va appeler un chat et sans langue de bois, qui s'appelle le transport ferroviaire. Hein. Vous voyez, le passionné de train. Il y a quand même quelque chose à dire, le passionné de train. C'est que le ferroviaire européen, et globalement, aura coûté une fortune absolue. On est en train de nous expliquer aujourd'hui quand même que le TGV est peut-être pas rentable. Après, qui dit la vérité, qui ne la dit pas? On a quand même aujourd'hui des coûts de ferroviaire qui ont été énormes. Et parallèlement à ça, on fait tout payer à l'aérien. Et qu'en fait, l'État, sur l'aérien, prélève des taxes, mais en plus nous fait tout payer. Et ça, je crois que c'est le point fondamental à régler avec l'État. On a aussi des devoirs régaliens qui sont payés par les compagnies aériennes. Je rappelle que la sûreté aux États-Unis, elle n'est pas payée par les compagnies américaines. Bon, en France, la sûreté, elle est totalement payée par les compagnies américaines, par les compagnies françaises. Donc on est dans des deux poids, deux mesures partout. Dès qu'il y a une nouvelle taxe à inventer, même pour des très belles causes, la taxe Chirac, est-ce que quelqu'un critique le fait que la taxe ne soit pas une belle cause? On ne le critique pas. La seule problématique, c'est qu'un XL Airways qui a 5 avions paye à peu près le même montant qu'un British Airways. Et en bas de bilan, il y a marqué quoi? Il y a marqué 2 millions pour la compagnie XL Airways, ça doit être 2,5 pour British Airways dans ce qu'elle fait sur la France. Et la facture pour Air France qui souffre en ce moment, je crois que c'est plus de 75 millions. Enfin, quand on est à se poser la question de faire des plans sociaux, il y a quand même une incompréhension du politique sur la problématique de l'outil aérien français et européen qui est totalement consternante. Incompréhension ou désintérêt total du politique qui n'a pas compris que le secteur de l'aérien était un secteur stratégique, économiquement stratégique. On l'a vu il y a quelques mois, Matignon avait demandé à Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, un rapport pour améliorer la compétitivité du pavillon français. Il n'a pas été suivi. D'abord, je voudrais juste quand même dire une chose, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille dans ce métier. C'est la première fois que je vois un homme politique, gauche ou droite, toutes tendances confondues, se pencher sur l'aérien comme l'a fait Bruno Le Roux. C'est la première fois que je vois quelqu'un comprendre nos problèmes. Et c'est vrai que l'arbitrage, par exemple, qui a été fait en faveur d'Aéroports de Paris, c'est le signe d'un désaveu. Mais c'est même pas un désaveu de Bruno Le Roux, c'est un désaveu global pour les 100 000 salariés de l'aérien français. On a des politiques européens, il n'y a pas qu'en France, hein, je ne voudrais pas uniquement capitaliser ou parler uniquement de la France. On a des Européens qui sont aujourd'hui très excités de construire des avions, de vendre des avions. Ils sont juste en train d'oublier leur compagnie aérienne. Ce n'est pas qu'un problème français. On a bien une problématique de vision de l'aérien à l'échelon européen, d'où la souffrance d'une partie du pavillon. Après, on a d'autres éléments qui sont quand même absolument sidérants. Mais ça, c'est dû à quoi? Mais c'est dû au fait qu'à un moment donné, on s'oublie. Je veux dire, moi, c'est la première fois, depuis, encore une fois, 20 ans, que je vois Bruno Le Roux se pencher sur les dossiers, les travailler avec nous, et le plus impressionnant, avoir une conviction à la sortie. Bruno Le Roux, il est parti d'une page vierge. Il a rencontré les professionnels du secteur, il a rencontré les partenaires sociaux. Il ne s'est pas contenté de rencontrer des patrons dans des salons. Il a travaillé avec tout le monde, il a écouté tout le monde.
Et à la sortie, il a dit quoi? Il a dit, oh là là, ça chauffe, il faut qu'on prenne un train de mesure pour remettre une dynamique autour de l'aérien français. À la différence de certains secteurs industriels, nous, on ne demande pas des chèques pour nos compagnies aériennes, on nous demande d'arrêter de nous prendre de l'argent. C'est très différent. Nous, on nous demande simplement qu'on arrête de nous piquer de l'argent tous les jours. Taxation, complexité du système, charge sociale autour des travailleurs de l'aérien qui, je le rappelle, contrairement aux gens qui fabriquent des voitures en Europe et qui sont protégés par les barrières douanières, les salariés de nos compagnies aériennes sont protégés par rien du tout. Il faut juste être un magicien aujourd'hui quand on est patron d'une compagnie française ou même européenne pour lutter à l'échelon mondial dans des pays où le social n'existe quasiment pas. Je ne vais pas vous faire la retape de la politique sociale d'un certain nombre de nos concurrents en dehors de l'Europe. On est juste dans un autre monde. Du reste, c'est le plus terrible. Vous n'avez même pas besoin d'aller en dehors de l'Europe. On est très heureux du fantastique succès de Ryanair. Mais moi, je ne suis pas admiratif du patron de Ryanair. Il dit merde aux syndicats tous les matins quand il se réveille. Il n'est pas dans une politique sociale. Il se sert de ses pilotes quand il en a envie et il les sort quand il en a envie. Et on vient nous expliquer à l'intérieur de l'Europe qu'on est dans un système d'évolution sociale. On se moque de qui, là? Moi, j'ai pas voté pour ça à 20 ans, quand j'ai voté pour l'Europe. J'ai pas voté pour que mon voisin, dans le même espace économique, puisse faire une absence totale de politique sociale, alors que dans nos pays européens, on s'est battu depuis des centaines d'années pour une évolution sociale. On a même pris de l'avance sur quand même un certain nombre de pays. Alors si c'est pour faire un espace européen où le mec d'à côté se marre parce que lui, il n'a pas de syndicat et qu'il en est fier en plus de ça, je veux dire, moi je suis fier de faire mes CE tous les mois. Moi je suis fier de voir mes pilotes, mes mécanos, les gens de la comptabilité, les gens des escales, m'expliquer que parfois je fais des erreurs. Moi je suis fier de ça, de ma relation sociale, et c'est pas toujours simple. La différence entre effectivement un mec comme moi et un patron européen dans certaines parties de l'Europe, c'est que moi le social, j'y passe 30 à 40% de mon temps. C'est probablement trop du reste par rapport à la pression économique qu'on a aujourd'hui. Et c'est trop aussi parce que le modèle est complexe. Et ça aussi, il faut arrêter un peu la langue de bois autour de tout ça. On a aussi, et c'est un vrai message à l'aviation civile, quand vous sortez un règlement européen et que l'aviation civile s'arrange pour vous en rajouter la couche française, c'est juste une catastrophe. Il faudrait qu'on arrête un peu de parler de tout ça avec une vraie langue de bois. Je veux dire, il faut dire les choses. On rajoute en permanence en France à la complexité qui est déjà forte d'une partie de la réglementation européenne. Et c'est du reste ce qu'on dit à nos propres pilotes, et c'est pas contre eux. C'est de leur dire, attendez, on est en train de sortir une réglementation d'utilisation des pilotes à l'échelon européen, et nous en France, vous nous demandez de garder une partie du passé, mais une partie du passé qui alourdit le système français. Vous justifiez ça comment? On a des avions différents, il y a un problème particulier en France. Il faut arrêter de dire que c'est contre les pilotes. On ne peut pas être contre les pilotes dans une compagnie aérienne. On ne peut pas être contre ses mécanos, on ne peut pas être contre ses agents d'escale, on ne peut pas être contre ses hôtesses et ses stewards, mais ça n'existe pas, on ne peut pas être contre eux, on peut être qu'avec eux. Justement, ça nous ramène au dossier Air France. On a beaucoup ces derniers temps stigmatisé les pilotes en disant si la compagnie va mal, en gros, c'est à cause des pilotes. C'est faux. Ils ne sont pas seuls responsables de la situation d'Air France. D'abord, je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Les pilotes ne sont pas entièrement responsables de la situation. Mais là où la perception publique est très dangereuse, et je le dis, c'est un vrai message à nos pilotes français, je l'ai déjà dit d'une fois, assez brutalement il y a un an dans le cadre du conflit d'Air France. Absolument. De septembre 2014. Je rappelle quand même un élément factuel et qui est terrible pour le public français et qui n'est pas du tout de l'anti-pilote primaire. C'est pas mon fonds de commerce et ça ne le sera jamais sur le plan social. Encore une fois, je pense que justement avec les pilotes, si des gens doivent donner l'exemple dans une entreprise, moi j'en reviens toujours à l'histoire de la rémunération. Là aussi, pas de langue de bois. Aujourd'hui, les pilotes à l'échelon européen sont des gens qui sont plus payés qu'une grande partie des patrons de PME, PMI, de l'industrie, etc. Donc il faut, et moi ça ne me pose aucun problème dans la mesure où si on leur file des responsabilités hyper importantes, ça fait partie du jeu, ça fait partie du système. Par contre, quand il y a un problème majeur dans l'entreprise, qui doit bouger en premier? Qui doit donner l'exemple? Les patrons et les pilotes, oui, ça je le pense. Je pense que quand je suis dans des rémunérations très fortes pour un métier très pointu, avec des qualifications très importantes où la notion de confiance est capitale, et je pense que la notion de confiance avec les pilotes est un élément capital, bien évidemment, on est exposé ensemble,
Et vous ne demanderez jamais à l'ensemble du personnel d'une compagnie aérienne de bouger si les pilotes n'ont pas bougé. C'est normal, il n'y a rien de choquant. Je veux dire, moi je suis modeste salarié d'une compagnie aérienne, j'ai mon patron qui va gagner entre 150 et encore fourchette basse et 250 000 euros par an. Et ça peut être la paye d'un grand nombre de pilotes commandants de bord, on est quand même des commandants de bord, dans ce métier. Mais c'est d'eux dont j'attends la lumière et la notion de dire, nous, on va bouger, on va s'investir à fond sur cette partie-là. Et c'est la notion morale. On n'arrête pas de nous parler de la moralité des patrons. On a raison du reste. Moi, je pense que rémunérer des patrons qui font en permanence des plans sociaux et leur filer des primes pour des plans sociaux, je pense que c'est un vrai problème moral. Et là, je m'inscris dans le débat de société sur cette partie-là. Mais quand on est sur une pression énorme sur le pavillon aérien français, les pilotes, dans leur niveau de rémunération et leurs responsabilités, sont en première ligne avec nous. Non pas pour les stigmatiser, ce qui est une erreur totale, mais bien sur un appel à la responsabilité. Moi, je pense que ça va finir par bouger. Je ne peux pas croire une seconde qu'il n'y ait pas une lucidité des pilotes français. Je vais quand même rappeler des éléments factuels. Le transport aérien français n'est plus en croissance. Qui va être très touché par ça? Déjà les pilotes. Vous savez, moi j'ai 4 de mes neveux qui sont potentiellement à vouloir faire ce métier de pilote. Je leur ai dit récemment, mais vous ne travaillerez pas, si on continue comme ça, vous ne travaillerez pas dans une compagnie française. Vous ne travaillerez pas dans une compagnie française avec un contrat de travail français. Vous oubliez, parce que dans la relation en ce moment qui nous occupe, avec la façon dont on gère nos compagnies aériennes, on n'y arrive pas. Et moi, je pense que c'est d'abord une histoire de confiance. Il faut arrêter aussi, je l'ai dit beaucoup là, dans notre interview, il faut arrêter la langue de bois. Les pilotes n'ont pas confiance dans les dirigeants de compagnies aériennes françaises. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire que quand on leur dit, nous, on a vu telle ou telle règle à l'échelon mondial, les pilotes volent plus, etc., la réponse des pilotes, c'est de dire, non, non, vous nous programmez mal. Alors moi, je vais être très sincère là-dessus. Ils ont en partie raison. Dans certains de nos axes de développement d'axes, d'utilisation de nos avions, on peut avoir des programmations qui sont plus ou moins comme ci et plus ou moins comme ça. Mais ça, à un moment donné, ça se pose, ça se regarde et ça se traite parce que si on ne le fait pas, on va juste se casser la gueule. Et je pense fondamentalement que dans le débat d'aujourd'hui, il y a un vrai problème de benchmark. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un d'impartial qui dise les patrons nous disent que les règles européennes c'est ça, oui, on va vous le prouver. Et à un moment donné, il faut que nos interlocuteurs en face par rapport à des faits établis et qui ne viendraient pas uniquement des patrons, je pense que l'aviation civile aurait un rôle à jouer sur cette partie-là. Là, je vais être très brutal et je le dis à mes amis de l'aviation civile, ils ne font pas leur boulot sur cette partie-là. L'impartialité, c'est qui? C'est le politique et c'est l'administration. C'est à elle qu'on demande l'impartialité. Moi, je serais très heureux d'avoir des gens, des experts de l'aviation civile qui se pointent avec à gauche des pilotes et à gauche des directions de compagnie aérienne en disant, messieurs, la vérité vraie sur ce qui se passe au niveau de l'aérien mondial et de la productivité du personnel des compagnies aériennes françaises, c'est ça. Là, on se renvoie la balle, c'est je te crois pas, tu me crois pas, et pendant ce temps-là, les comptes descendent. Vous pensez que ça va durer combien de temps? Moi, c'est le véritable appel sincère que je lance aux pilotes, et je le redis pour la 4e fois, sans aucune langue de bois. Ils n'ont pas confiance, et nous, on n'a pas confiance non plus dans les solutions qu'ils proposent. On fait quoi? Il faut que ça s'arrête. Là, on est en situation rouge, je veux dire, et on a des gens très bien de tous les côtés, et on a des gens qui ont envie de tous les côtés. Est-ce que vous pensez que ça va être sympathique pour les pilotes d'annoncer à leurs enfants, parce qu'une bonne partie des pilotes ont des enfants qui veulent être pilotes. C'est un métier de passion, il ne faut jamais l'oublier. Du reste, c'est un des problèmes majeurs. C'est que quand j'avais effectivement dans cet aéroport du Bourget l'âge de 15 ans, 80% des patrons de compagnies aériennes étaient des pilotes. Aujourd'hui, 80% des patrons de compagnies aériennes ne sont pas des pilotes. C'est un petit peu le début, on n'en parle jamais de ça. C'est un petit peu le début du divorce. C'est-à-dire que le pilote a du mal à voir notre légitimité de non-pilote dans la gestion parfois des compagnies aériennes. C'est les non-dits de tout ça, de notre vraie relation. Alors que, et vous le savez tous, quand une direction est soutenue par ses pilotes, mais la compagnie est imprenable. Et c'est une réalité partout. Là où vous voyez véritablement des engagements dans un process commun, il faut sortir de ça, parce qu'on a le choix. Et quand les politiques se réveillent un peu brutalement à travers l'affaire de Brossetta en disant « vous abîmez la France », évidemment qu'on abîme la France, il y a marqué « Air France » sur les avions.
C'est donc quelque part une symbolique énorme pour le pays. Mais que les politiques se penchent sur la problématique et la douleur du transport aérien français, qui ne date pas d'hier, qui date déjà d'il y a longtemps. L'absorption de la déréglementation européenne, sur laquelle, je le répète, tout le monde s'est assis, avec des mecs qui nous donnent des leçons à l'autre bout de l'Europe, mais qui n'ont pas l'ombre d'une politique sociale, moi ça m'insupporte tout ça. On n'est pas des magiciens, les patrons français, là. On n'est pas des magiciens. Pourquoi ? Parce que on n'a pas les mêmes règles de départ. Moi, j'adore jouer au Monopoly avec mes enfants quand on a le même nombre de billets, le même nombre de trucs et qu'on part de la case départ. On n'est pas du tout dans ce truc-là, là. Les mecs sont tous avec des solutions 10 fois plus. Je vois le patron de Qatar Airways, c'est extraordinaire. Il est patron de sa compagnie, mais il est patron de l'aéroport. Ah, lui, il n'a pas des problèmes avec Augustin de Romanet, lui. Il décide tout. Je veux dire, il décide de son montant de taxes pour sa compagnie aérienne. Bon, je veux dire, nous, on a des arbitrages. C'est plus simple. Voilà, il y a un côté plus simple. Je veux dire, je pense que si le patron d'Air France était patron d'ADP, même nous, les concurrents, s'entendraient peut-être mieux avec lui. Donc, et c'est pas de l'anti-ADP, hein. On a totalement besoin d'ADP. C'est un ADP qui refuse de considérer les compagnies basées sur son sol. Moi, je ne suis pas un oiseau de passage chez Aéroport de Paris. Je suis dans les murs. Est-ce que c'est normal qu'on me traite comme les oiseaux de passage ? Je trouve ça détestable. Le message est très clair. C'est un message clair. Le message est très clair. Et sur ça, je pense que concrètement, on doit apporter des réponses. Et il faut arrêter maintenant la notion de l'ostracisme sur tel ou tel truc. On a totalement besoin de tout le monde. On a besoin d'avoir des interlocuteurs qui respirent un grand coup, qui laissent tomber un peu leurs histoires perso. On a un problème dans ce pays majeur. C'est même plus un problème de la gauche et de la droite. On a un problème de collectif. Du reste, on perd au rugby, on fait grève quand il y a une Coupe du Monde de football. Ça, oui. Vous voulez que je vous dise ? Ça, j'ai honte de ça. Pourquoi ? Parce que c'est la notion de l'absence de collectif. Ce qu'on attend de ce pays aujourd'hui, c'est que quand on se réveille le matin, il nous reste quoi pour bouffer ? Il nous reste nos entreprises. Au-delà des patrons, des syndicats, des forces sociales, tout ce que vous pouvez y mettre. Le truc qui nous fait encore un peu bouffer, c'est de se dire que quand on se réveille le matin, pour une partie d'entre nous, on a la chance de pouvoir marcher jusqu'à l'entreprise qui nous fera un salaire en fin de mois. On est les champions du monde de la théorie du dialogue social, on est juste en train de devenir les champions du monde du chômage. Ça me fait juste tristement marrer. Je veux dire, il y a un moment donné où si le dialogue social, c'est juste créer des chômeurs supplémentaires, ça ne va juste pas le faire. Et un autre élément, personne ne paiera pour ça. Parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas dans toute cette bataille énorme du pavillon français. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le consommateur français, qui du reste, lui, nous juge à travers nos histoires de plans sociaux, de nos problématiques et tout, le même, celui qui va sur les blogs dire que c'est scandaleux, le patron a encore fait ci, encore fait ça, le même, quand il a 20 € d'écart entre Air France et Qatar Airways, part sur Qatar Airways. Alors, la conscience du collectif, la conscience du pays, j'attends de la voir, moi. Moi, j'ai envie qu'on se batte pour Air France. Pourtant, c'est un concurrent, hein, mais j'ai envie qu'on se batte. Il y a des gens fabuleux dans cette boîte. Il y a d'immenses professionnels, il y a de la compétence, il y a tout. Et en plus, le plus dingue, premier pays touristique du monde. Et alors là, on a tout pour alors, réussir. à l'inverse d'un certain nombre de problèmes dans ce pays, c'est un peu comme Leroux avec l'aviation. On n'a jamais eu un ministre comme Laurent Fabius sur le tourisme. Jamais. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Jamais. Il a de l'ambition, il a du courage et il prend des décisions. C'est juste ce qu'on attend d'un ministre. Et il connaît ses dossiers. Alors ça, respect. Voilà un homme qui nous a fait venir récemment au quai et qui nous a expliqué ce qu'était sa vision. On est à 85 millions de touristes. C'est-à-dire que sans avoir rien foutu, on est le premier pays touristique du monde. Enfin, Frédéric Beniada, vous imaginez si on a un vrai plan avec des compagnies aériennes qui sont formatées pour nous amener encore plus de touristes ? Ça réglera peut-être une partie du chômage. C'est ça, notre histoire du pavillon français. Très brièvement, Laurent Magnien, XL Airways, comment va XL Airways ? XL Airways s'inscrit et fait son boulot. XL Airways, cet été, c'est 50% d'Américains à bord des avions d'XL Airways sur les États-Unis. Première compagnie française en dehors du groupe Air France qui, sur les États-Unis, arrive à avoir la moitié de ses clients qui sont des touristes qui viennent dans son pays. Moi, je suis très fier. Moi, je suis fier que le commerçant d'à côté de chez moi ait des Américains qui l'aident à finir les fins de mois. Parce que c'est ça le débat de la société française aujourd'hui. Le tourisme, c'est la manne absolue
qui nous permettra peut-être dans les 10 ou 20 ans de participer au redressement économique de ce pays. Donc l'aérien, outil indispensable. J'attends que Manuel Valls fasse de vrais arbitrages, qu'il ait le courage de venir à nos côtés, non pas avec des chèques, simplement pour qu'on nous prenne moins d'argent. C'est un message clair, net, précis. Ce n'est pas le message d'un patron. Hein. Là, je ne m'inscris même plus en tant que patron. C'est le message de 100 000 salariés du secteur de l'aérien français. C'est un message clair. Laurent Magnien, président d'XL Airways. En pleine forme. Vice-président, on l'a vu, de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Et qui croit dans le pavillon français. Et qui croit dans le pavillon français. Merci beaucoup. Merci.